Bien, alors bonjour à tous, je vais essayer d'être assez concis pour partager le temps de parole avec vos sujets. Donc je vais vous présenter assez rapidement l'histoire du circuit de Montlhéry, qui a forcément un rapport particulier avec beaucoup d'entre nous présents ici. Une histoire et une mémoire assez conséquente. Tout d'abord, c'est un projet qui est clos en 1924. Autour de deux grandes figures, son fondateur et initiateur, un passionné, Alexandre Lamblin, qui est à la fois un homme de l'industrie, parce qu'il est propriétaire d'une usine de radiateurs par refroidissement à eau, qui fournit notamment l'aviation pendant la Première Guerre mondiale. C'est également un homme de presse, parce qu'il est fondateur de la revue L'Aérosport, qui, notamment ici, vous voyez l'évocation de l'autodrome sur cette photo. Et c'est donc évidemment un homme de défi, parce que, comme je vous l'ai évoqué, en 1923, il décide de construire un circuit automobile, de doter la France d'un circuit automobile capable de concurrencer les circuits étrangers, notamment ceux de Indianapolis aux États-Unis, Monza en Italie, même en Grande-Bretagne. La deuxième grande figure, c'est un ingénieur de talent, Raymond Jamin, un homme qui sort de l'école des arts et métiers, âgé seulement de 22 ans, qui va lui-même concevoir l'ensemble du projet architectural. Donc il se pose d'abord en ingénieur, en homme de technique, et donc c'est pour cette raison qu'il va adopter un certain nombre de procédés techniques que je vous présente ici avec ces deux schémas, avec un procédé de type charpente métallique, avec une construction en 4 étapes, comme vous voyez sur le premier schéma, avec la pose des poteaux, ensuite les entretoises, et enfin les coffrages qui sont destinés à accueillir enfin la piste en béton. Ensuite, ce sont deux chantiers de construction, parce que quand on évoque le site de l'Université Montlhéry, on évoque à la fois l'autodrome, donc l'anneau de vitesse, et également le circuit routier, qui est une deuxième partie du site. Donc on a deux chantiers, un chantier en 1924 avec quelques chiffres assez éloquents. Donc l'autodrome, une piste de 2,5 km de long, pour une largeur allant de 18 à 21 mètres. Ce sont près de 7 mois de chantier, 100 hectares de forêt déboisée pour accueillir le tracé de la piste, 85 000 m3 de terre dégagée et 1500 ouvriers présents sur le site pendant 7 mois pour mener à bien ce projet. Ensuite, le circuit routier qui s'établit sur un tracé de 10 km. Là, le chantier va être un peu plus court parce que les travaux de remblai vont être moins importants, donc il va seulement durer 3 mois. Mais les installations vont être tout autant gigantesques, avec 8000 m² de baraquement, 20 mètres de béton coulé par jour, ce qui est une quantité assez phénoménale. Donc ensuite, voilà, donc là on a une vue de ce qu'était le chantier de l'anneau de vitesse en 1924, avec notamment les différentes parties. Donc l'anneau était divisé en 12 chantiers distincts, et chaque ouvrier était réparti sur ces chantiers. Là donc, on peut en voir deux parties. Le circuit connaît des débuts prometteurs, avec notamment les inaugurations des deux installations, l'autodrome et le circuit routier. Le premier week-end de course qui se déroule à l'anneau de vitesse va accueillir près de 30 000 spectateurs, ce qui va être un nombre assez important de personnes présentes sur un même site pour l'époque. Simplement, ça va créer déjà des soucis au niveau des infrastructures d'accueil et des infrastructures routières. C'est-à-dire que les élus locaux
vont commencer à rentrer en conflit contre la société de gestion de l'autodrome, parce que les différentes épreuves qui se déroulent au circuit handicapent fortement la circulation. Il faut savoir que pour accéder au circuit, aussi bien aujourd'hui qu'en 1924, depuis 1924, il n'y a qu'une seule route d'accès. Donc 30 000 personnes sur un week-end, ça fait des embouteillages monstres, d'autant que l'accès au niveau régional n'est effectué que par n'est assuré que par la nationale 20, qui à l'époque est sur une seule voie et soutenue tant bien que mal par un système de tramway, mais qui ne peut endiguer à eux seuls, le flot de spectateurs sur un week-end. Donc progressivement, les spectateurs vont se rediriger vers d'autres circuits mieux dotés en infrastructures d'accueil et de transport, notamment au Mans ou bien également à Reims. En parallèle, et même par voie de conséquence, la société qui tient la gestion de l'autodrome tombe en faillite en 1928. Alexandre Lamblin, malgré les premières heures de gloire du circuit depuis son ouverture, peine à recouvrir l'argent qu'il a engagé avec sa fortune personnelle. Sa société tombe en faillite en 1928 et le créateur Alexandre Lamblin décède en 1933. Donc malgré la reprise par un syndic, le circuit ferme ses portes en 1936 et connaît des heures sombres à cause de la Seconde Guerre mondiale, avec notamment l'arrivée de l'armée en 1939 qui établit des installations. Ça marque effectivement la fin d'un cycle, notamment la fin de l'autodrome version sport automobile. À cela s'ajoutent les conséquences de l'occupation allemande. En 1940-41, l'armée française est contrainte d'ouvrir un camp d'internement de Tziganes qui va accueillir jusqu'à la fin 1942 jusqu'à 200 internés. À cause des problèmes sanitaires et des conditions d'insalubrité désastreuses, le camp ferme ses portes fin 1942 et les Tziganes sont reportés sur un camp présent sur le site de Mulsanne. Donc voilà, j'essaie de me dépêcher. En 1944-45, ça marque le retour du circuit sur le plan national, notamment avec l'arrivée d'un acteur majeur, le Centre technique automobile, futur UTAC. Donc le centre technique opère de nombreux travaux de rénovation, notamment sur les différentes pistes. Il faut également noter que l'engouement populaire autour de cette réouverture est très importante. Quelques chiffres clés pour bien représenter la rénovation avec 1920 m² de pistes rénovées et ainsi que 22 box de ravitaillement rénovés pour un coût total de l'opération de 35 millions de francs. Le circuit est modernisé progressivement avec l'installation de pistes d'essais spéciaux au cœur de l'autodrome qui vont servir pour les essais et les tests d'automobiles, de véhicules en général, effectués par le centre technique, puis ensuite par l'UTAC. Et le centre technique qui opère progressivement, puis l'UTAC, une rénovation des installations. Donc là, on peut observer une équipe d'ouvriers qui s'affaire à rénover un des virages relevés de la piste. L'arrivée de l'UTAC en 1949, qui prend la succession du CDA, marque effectivement
l'ancrage du circuit dans la technique automobile. Les nouvelles infrastructures qui vont y être installées par l'organisme. Donc là, on peut voir un site de collision à l'intérieur et à l'extérieur. Également un laboratoire de photométrie. Toutes ces installations vont vraiment plonger le circuit au cœur de la technique automobile, notamment avec les nouveaux domaines d'activité phares de l'Union technique de l'automobile qui sont la normalisation et l'homologation.